Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, permettez-moi d'abord de remercier les puissances invitantes à ce colloque. Je l'ai intitulé « Point de vue d'un médecin généraliste », car je vous propose de venir avec toute ma subjectivité et je ne prétends pas être représentatif de l'ensemble de ma discipline. Alors, acceptez que je parle en mon nom, après 40 ans d'expérience de médecine générale à Ménilmontant-Belleville et en tant qu'enseignant autour de cette problématique qui était la discussion de votre colloque. Alors, je dois dire que de ce que j'ai entendu ce matin, j'en suis à la fois heureux et frustré. Heureux parce que j'ai vu toute la convergence avec la réflexion que j'ai menée dans mon coin à propos de précisément la place du médecin généraliste dans ce dispositif, et je reviendrai sur ce terme, et à la fois frustré parce que j'avais le sentiment que je n'avais pas grand-chose à y ajouter, mais d'une certaine manière, mon bonheur venait de ma frustration. Donc c'est souvent le cas d'ailleurs dans la vie. Alors, pour aborder le point de vue du médecin généraliste ou d'un médecin généraliste vis-à-vis de la chirurgie ambulatoire, j'ai souhaité articuler mon propos autour de 3 axes directeurs qui sont la chirurgie ambulatoire est un dispositif, et je l'ai mis en italique parce que je me réfère à 2 philosophes. L'intérêt ensuite et le bénéfice du médecin généraliste dans le dispositif. Et enfin, et vous l'avez largement évoqué ce matin, et je le suppose très largement ou plus largement encore hier lors de vos ateliers, c'est-à-dire égalité et équité dans le dispositif pour les patients. Est-ce que le dispositif peut aggraver, non seulement lutter contre, mais même aggraver les inégalités sociales de santé ? La première question, et je ne l'ai pas vue dans la synthèse, qui m'était venue à l'esprit, c'était la chirurgie ambulatoire. Pourquoi ? Et la chirurgie ambulatoire pour qui ? C'est-à-dire que je vais replacer ces 2 questions dans cette approche du dispositif. Alors, qu'est-ce qu'un dispositif ? Je me suis référé à 2 philosophes, Michel Foucault et Giorgio Agamben, un philosophe italien. Foucault dit « c'est un ensemble résolument hétérogène. Le dispositif lui-même, c'est le réseau qu'on établit entre ces éléments. » Ça ne nous parle pas tellement, mais je vais vous en faire une illustration. Giorgio Agamben est un philosophe plus engagé politiquement que ne l'était Michel Foucault. Et pour lui, il dit le dispositif, c'est tout ce qui a d'une manière ou d'une autre la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. C'est-à-dire qu'il y a une forme de piège en fonction des valeurs dominantes lorsqu'on est saisi dans le dispositif. Alors voilà, en ce qui nous concerne, la manière dont on peut penser le dispositif par rapport à la chirurgie ambulatoire. Il serait parfaitement naïf de penser qu'il n'y a que des convergences. Il peut se trouver des rivalités, des hétérogénéités, des tensions entre les différents acteurs du dispositif. Non pas par une espèce de malveillance chronique de l'être humain, mais plutôt parce qu'il y a des intérêts qui sont divergents. Et ces intérêts divergents sont les points d'analyse qu'il faudra poser de telle sorte à rendre le dispositif le moins tendu possible. Donc, voilà
je n'ai pas représenté tous les acteurs du dispositif, mais le dispositif, alors on peut supposer, parce que nous sommes tous impliqués dans l'idée du soin, que au centre du dispositif se trouvent les patients. Mais il y a un certain nombre d'acteurs, l'industrie sanitaire par exemple, on a parlé des ingénieurs, mais il y a aussi de l'industrie, un certain nombre de technologies où il y a des intérêts à ce que les appareils puissent être vendus et utilisés. Il y a évidemment bénéficiaires de l'organisation hospitalière, de la caisse primaire, c'est-à-dire les payeurs. Il y a les équipes chirurgicales. Je ne voulais pas mettre des bulles et des bulles et des bulles parce qu'on n'aurait pas pu saisir même qu'il y avait une toile mise en tension dans l'idée du dispositif. Les kinésithérapeutes, les assistants médicaux, qui est une nouvelle fonction, les ARS, les médecins généralistes, les associations, les médias aussi, qui vont pouvoir faire un certain nombre d'articles, un certain nombre de reportages, un certain nombre de choses autour de la chirurgie ambulatoire, ses réussites et ses échecs, les prudences, tout ça pour alimenter les représentations des patients autour de ce dispositif. Et puis voilà, les soins de suite et réadaptation, la HAS, etc. Donc voilà ce qu'est un dispositif. Et vous voyez qu'il n'y a pas nécessairement des convergences, mais il peut y avoir une mise en tension entre les différents acteurs. Donc, mon deuxième axe, c'était l'intérêt et bénéfice pour le médecin généraliste. Alors, je distingue l'intérêt et le bénéfice. Pour qu'un dispositif fonctionne, il faut que tous les acteurs en aient un bénéfice. À partir du moment où vous avez un dispositif qui va disqualifier ou mettre en périphérie ou pour lequel un des acteurs est pénalisé, alors ce dispositif est menacé. Sauf à évidemment avoir une injonction à le faire, évidemment, c'est une obligation réglementaire. Mais sinon, il y aura en quelque sorte peu de bonne volonté à le faire. Donc, qu'est-ce qui se passait dans la chirurgie classique? On avait toujours, pour le médecin généraliste, autour d'un acte chirurgical à venir, de l'information, de la réassurance, on a parlé tout à l'heure de l'anxiété des patients, etc. C'est bien justifié. Moi-même, en tant que patient, je ne suis jamais très rassuré à l'idée de consulter un médecin. Et la chirurgie, c'est quelque chose qui amène à des fantasmes particuliers autour de l'angoisse de mort. Donc ceci n'est pas changé entre l'ambulatoire et classique. J'ai mis HDJ pour faire simple, mais c'est l'acte chirurgical ambulatoire, c'est par raccourci, hein, parce que ce n'est pas strictement un HDJ, bien sûr. Et puis ici, en classique, il y avait l'acte chirurgical avec les patients, et puis l'hospitalisation derrière, alors jusqu'à 14 jours, 21 jours, etc., dont on a entendu par Madame Olivet tout à l'heure, un certain nombre de suites de soins, mais aussi de prise en charge, d'accompagnement des patients socialement fragiles. C'est-à-dire que l'hôpital avait cette mission double du soin et de l'accompagnement pour favoriser une bonne sortie. On voit que cette disposition, et pas ce dispositif, risque fort d'être transférée sur la ville. Je ne dis pas nécessairement le médecin généraliste, mais sur la ville. On a bien compris qu'il y aurait des systèmes d'information, des passerelles, des choses qui permettront aux patients de prendre contact avec la structure chirurgicale. Ça, je pense que c'est tout à fait juste. Mais il n'empêche qu'un certain nombre de patients vont d'abord appeler leur médecin traitant. Donc cette coordination autour de la ville et l'hôpital devient une problématique qu'il faudra poser, résoudre et en définir les caractères et les modalités. Donc il y a une certaine incertitude sur ces dispositions. Mon troisième axe, et je conclurai après sur les bénéfices, c'est la question de l'égalité et de l'équité des soins. Et là, je me permets, parce que j'aime beaucoup la philosophie, de faire appel à la philosophie morale. C'est-à-dire que on a bien entendu les réticences, et puis quand je dis réticence, ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire attention, prudence, il y a un certain nombre de patients
dont les modalités de sortie peuvent être extrêmement préoccupantes. Et nous devons en prendre soin. Donc, on a bien vu qu'il y avait une tentative d'équilibre nécessaire entre la partie du cure, c'est-à-dire l'acte chirurgical, les actes techniques, et la partie du care, c'est-à-dire prendre soin de l'autre lorsqu'il va sortir, lorsqu'il est hospitalisé bien sûr, mais là il y a de l'excellence, mais aussi lorsqu'il va sortir, et là il y a des incertitudes. Donc cette dernière question est plus problématique, puisque c'est un jeu entre égalité et équité. L'égalité voudrait que tout patient éligible à la chirurgie ambulatoire puisse en bénéficier au seul motif de la raison qui l'amène à être opéré. Or, en fait, ça n'est pas le cas, puisqu'on a dit que, évidemment, un certain nombre de patients ne pourront pas être éligibles. La question qui se pose, c'est ce dont a parlé Mme Olivet, c'est-à-dire, si on considère que la chirurgie ambulatoire est un progrès, comment peut-on accepter alors en termes d'égalité qu'un certain nombre de personnes n'en puissent pas en bénéficier? C'est là où la philosophie morale intervient. C'est une question d'éthique sur l'égalité. Mais ensuite, on a une deuxième question, c'est ce que moi j'appelle les populations périphériques qui ne sont pas nécessairement les précaires. Il y a des gens précaires, mais il y a aussi des gens qui sont vulnérables et qui ne sont pas précaires. Je pense en particulier aux patients qui souffrent de pathologies psychiatriques. Ils ne sont pas nécessairement précaires. En revanche, ils sont vulnérables. Est-ce que ces patients qui souffrent de troubles psychiatriques seront éligibles pour la chirurgie ambulatoire? Ou est-ce qu'il y aura une représentation négative quant au risque pour eux de ne pas être en capacité, pas seulement en capacité financière ou d'entourage, en capacité à comprendre les enjeux des soins d'aval? Donc la question de l'équité, c'est une question absolument majeure. Et la deuxième chose, c'est si ces populations périphériques bénéficient de la chirurgie ambulatoire, quel est leur devenir en aval? Est-ce qu'on va les faire revenir au domicile ou est-ce qu'on va les faire aller précocement en SSR? Et s'ils vont en SSR, ça les éloigne le plus souvent de leur entourage, puisque les SSR sont positionnés géographiquement, territorialement, plutôt en périphérie dans l'Île-de-France qu'en centre parisien, par exemple, pour les gens qui habitent Paris ou proche banlieue. Donc on voit là qu'on crée une inéquité nouvelle de fait simplement des soins de suite. Donc c'est pour ça que je voulais absolument insister sur cette question d'égalité et d'éthique. Alors, avant de conclure, je dis la question pour le médecin généraliste, c'est comment peut-il donc s'inscrire dans ce nouveau dispositif, parcours de soins, on va l'appeler, essentiellement peut-être en s'appuyant, parce que je suis un être résolument engagé et optimiste, en s'engageant avec les CPTS, la nouvelle disposition de distribution des soins territoriaux, avec des engagements de mission des soignants, au sens large, des médecins généralistes, mais des soignants, qui pourraient créer des partenariats avec des équipes chirurgicales ambulatoires, discuter des modalités d'information, de circulation d'informations, de récupération rapide des comptes rendus opératoires, etc., etc. Je ne vous le détaille pas. Donc je vais conclure, pour tenir mes 15 minutes. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de bénéficiaires, pour des raisons qui peuvent être économiques, d'organisation des soins, de sens du progrès, etc., mais que tout le monde n'est pas à égalité dans le dispositif, et que la tension s'exerce de façon déséquilibrée. Donc c'est une vraie question qu'il faudra redébattre de comment tous les acteurs auront un bénéfice équivalent, distinct quant à leur nature, mais équivalent quant à la satisfaction de l'exercice professionnel autour des patients. Et je conclus,
Voilà. Si la chirurgie ambulatoire s'inscrit dans un processus évolutif du système de soins, par progrès, elle entraîne des questions d'organisation du parcours de soins, mais ça a été les thèmes de vos ateliers, je ne me permettrai pas d'y revenir. Un déséquilibre de bénéfices chez les acteurs du dispositif par transfert de charges de l'hôpital vers la ville, et bien qu'il y ait eu des solutions évoquées tout à l'heure dans la synthèse, on voit qu'il y a énormément de questionnements autour de ça. Et un risque potentiel de favoriser les inégalités sociales de santé pour les populations périphériques au système de soins. Voilà, une analyse fine des différents écueils est un préalable au bon fonctionnement du dispositif. Je vous remercie.